Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, visite du président du Burkina Faso au Niger. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été reçu par son homologue Mohamed Bazoum au palais présidentiel à Niamey ce dimanche 11 septembre. Les questions sécuritaires étaient au cœur de l'entretien entre les deux personnalités. Au Sénégal, inquiétude face à la montée des eaux. Des jours de pluie torrentielle ont entraîné un débordement du lac Rose situé à 35 km de la capitale Dakar. Débordement qui a de nombreuses conséquences sur le plan économique notamment. Et puis, retour sur la 14e édition du FESMA, le festival de la mode et du mannequinat africain. Une édition 2022 qui a réuni créateurs de mode et mannequins de 15 pays du continent dans la capitale béninoise, Cotonou. Mais tout d'abord au Tchad, la répression violente des militants du parti des transformateurs de succès Masra qui s'oppose au dialogue national inclusif et souverain préoccupe la communauté internationale. Dans un communiqué, des ambassades, notamment des États-Unis, de la France ou encore de l'Allemagne et des organisations comme l'Union africaine et l'Union européenne ont fait part de leurs préoccupations sur le traitement réservé à l'opposant et à son parti. Un communiqué salué par les opposants pour parler en cours à N'Djamena. Le risque d'un dérapage est réel au vu de la tension qui règne dans le pays. Rappelons que le 11 septembre, de violents heurts ont été enregistrés entre militants du Parti transformateur et forces de l'ordre à N'Djamena suite à la convocation au tribunal de leur leader succès Masra. Convocation qui depuis lors a été reportée à Sindhi. Dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques terroristes dans la région du Sahel, le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a été reçu au palais présidentiel de la République du Niger ce dimanche à Niamey. Les défis sécuritaires dans la zone dite des trois frontières et la question du G5 Sahel ont largement dominé les échanges entre ce dernier et le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum. Les deux dirigeants ont notamment discuté des opérations conjointes pour combattre les groupes terroristes, mais aussi de la mutualisation des moyens, notamment au niveau du renseignement. Les détails avec Zahra Mohamed Moutio. Une visite placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Le président burkinabé de transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a entrepris ce déplacement au Niger le 11 septembre. Alors que les attaques terroristes sont devenues régulières et meurtrières au Sahel, ces échanges avec le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum ont été orientés autour de la question du renforcement de la coopération entre les deux pays, concernant les opérations conjointes et l'échange de renseignements. Mais au sortir de leur rencontre, rien n'a filtré sur la manière dont cette coopération va prendre forme. Je suis venu à Niamey pour échanger en présentiel avec son Excellence Mohamed Bazoum, qui a pris l'engagement ferme de faire de la lutte contre l'insécurité une préoccupation. Nous avons au cours de nos échanges examiné les défis auxquels nous faisons face. La zone des trois frontières demeure le point brûlant du terrorisme au Sahel. Une zone où se rencontrent sans délimitation physique les territoires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle est depuis plusieurs années la région de tous les dangers. La question de l'insécurité dans la zone des trois frontières est préoccupante. Donc c'est à ce titre que nous avons rendu la visite ce matin au président nigérien pour examiner un peu les défis auxquels on fait face au niveau de nos zones frontalières et trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer de faire face. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences terroristes parties du nord du Mali en 2013. Des attaques attribuées à des groupes affiliés à l'organisation État islamique et à Al-Qaïda, qui ont fait des milliers de morts dans les deux pays et des centaines de milliers de personnes déplacées.
Rappelons que le Burkina Faso et son voisin, le Niger, sont confrontés à des attaques meurtrières régulières attribuées à des groupes terroristes affiliés à l'organisation État islamique et Al-Qaïda. D'ailleurs, ce lundi 12 septembre, au moins 2 militaires burkinabés ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre le détachement militaire de Déhou, province de Loudalan, dans le Sahel burkinabé. Nouveau rebondissement dans le conflit opposant l'État fédéral éthiopien aux rebelles du Tigré. Ce dimanche 11 septembre, les autorités tigréennes ont proposé les termes d'un cessez-le-feu, se disant également ouvertes à une reprise des négociations de paix avec le gouvernement fédéral sous l'égide de l'Union africaine. Une clause soutenue par Addis Abeba dans l'éventualité d'un dialogue que le TPLF rejetait jusqu'à présent. Les rebelles du Tigré proposent même 2 négociateurs, Getachew Reda, proche conseiller du président du gouvernement régional, et le général Tsadekan Gebretinse, son stratège militaire. Pour l'heure, le gouvernement d'Abiy Ahmed n'a pas réagi à cette sortie, mais l'initiative qualifiée de développement positif a été saluée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Connectivité physique des peuples, transition énergétique et sécurité alimentaire. Tels sont les principaux objectifs du 2e plan décennal de l'Union africaine. La nouvelle stratégie régionale pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 sera lancée en 2023 selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Plus de détails dans ce sujet de Nathalie Mo. Le 2e plan décennal de l'Union africaine vise un triple objectif. La nouvelle stratégie régionale pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 sera lancée en 2023, selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Dans son communiqué du 9 septembre 2022, lors de la journée de l'Union africaine, il a annoncé que le plan décennal vise la connectivité physique des peuples, la transition énergétique et la sécurité alimentaire. Le plan s'articulera autour de 3 objectifs principaux. Assurer une grande connectivité physique du continent par la construction de routes et d'autres infrastructures de communication, établir les conditions d'une production agricole continentale suffisante pour réduire les importations de denrées alimentaires et renforcer les capacités techniques pour que la transition énergétique puisse réussir. Le premier plan décennal de l'Union africaine s'étend de 2014 à 2023. De nombreuses avancées ont été réalisées dans l'atteinte de 20 objectifs de l'agenda 2063. L'un des projets majeurs a été l'opérationnalisation de l'accord de libre-échange continental africaine en janvier 2021. La paix, la sécurité, l'éducation, la santé et l'égalité des genres sont des domaines prioritaires dans lesquels l'action de l'organisation panafricaine a été déterminante au cours des 10 dernières années. Nous avons obtenu des progrès notamment dans le réseau routier, l'électrification, l'accès au TIC, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons également constaté des efforts considérables pour parvenir à l'égalité des sexes et à la représentation des femmes dans les différents postes de responsabilité au sein des États membres. Je dirais que l'une des plus grandes réalisations qui est intangible est la façon dont l'Afrique est devenue une voix respectée sur la scène internationale. L'agenda 2063 de l'Union africaine s'articule autour de 5 plans décennaux. La Commission de l'Union africaine appelle les États membres à mobiliser toutes les ressources intellectuelles, financières et matérielles pour faire du continent une puissance mondiale dans 40 ans. Toujours dans l'actualité, les Burundais étaient appelés aux urnes ce lundi 12 septembre dans le cadre des élections des notables des collines et quartiers du pays. Une promesse de campagne du président Évariste Ndayishimiye. Au total, 43 650 membres des conseils de notables seront élus à l'échelle nationale. Leur mission consiste essentiellement à résoudre certains litiges au niveau communautaire et désengorger ainsi les tribunaux.
régionaux. Chaque colline ou quartier doit être doté d'un conseil des notables composé de 15 membres. Selon le décret présidentiel portant leur mode d'élection, ils sont élus par l'Assemblée collinaire au suffrage universel direct et secret. Pour être éligible, chaque candidat doit être âgé d'au moins 35 ans. Le Sénégal, comme d'autres pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a enregistré des précipitations supérieures à la normale ces dernières semaines. Le Sénégal est noyé par les eaux de crue. Les nombreuses pluies torrentielles ont entraîné un débordement du lac Rose, situé à quelques kilomètres de la capitale Dakar. Un événement assez récurrent et qui inquiète les communautés environnantes. Anthony Atangana. Le Sénégal est en proie à la montée des eaux. Après plusieurs jours de fortes pluies, c'est le lac Rose qui en a fait les frais. Les eaux de crue ont déclenché plusieurs inondations destructrices, ravageant plusieurs dizaines de monticules de sel, au grand désarroi de la population. C'est le cas de Baba Karba, ce mineur de sel qui fait partie des nombreuses personnes qui ont vu les eaux emporter tout leur gagne-pain, déplore les dégâts présents. Nous travaillons ici et toute notre vie est consacrée à l'extraction du sel. Nous soutenons nos familles en travaillant le sel. C'est notre seul espoir. Dans cette zone de près de 20 mètres, il y avait du sel partout. L'eau de pluie l'a emporté. Connu pour sa forte teneur en sel et appelé lac Redbab par les Wolofs, le lac Rose constitue un site de patrimoine mondial de l'UNESCO, assurant la production d'environ 38 000 tonnes métriques de sel par an pour à peu près 3 000 personnes qui voient le cours d'eau comme un moyen de subsistance. Pour Abdoulaye Fati, hydrologue, l'abondance des eaux de crue pourrait avoir un impact considérable sur les populations. Pour être honnête, au Sénégal, personne ne peut faire la distinction entre l'eau de pluie et les eaux usées. Les deux coulent ensemble et cela peut créer des problèmes de santé. Face à ce drame qui frappe de plein fouet le Sénégal, le gouvernement a activé un plan national afin d'aider les populations touchées par les inondations et une mission du ministère de l'eau et de l'assainissement devrait se rendre prochainement sur le lac pour évaluer la situation. La Togolaise Assiata Deola, sacrée meilleure créatrice de mode africaine. C'était ce samedi 10 septembre à Cotonou dans le cadre du FESMA 2022. Les créateurs de mode et mannequins de 15 pays africains étaient réunis dans la capitale béninoise pour cette 14e édition du festival, axée sur les variétés de tissus africains et leur originalité. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. L'édition 2022 du Festival de la mode et de mannequinat africain FESMA valorise des variétés de tissus africains. Des créations de tenues hommes et dames en soie, en raffia, en coton écru, en canvas et en tissu indigo, ainsi que des accessoires de mode africains ont illuminé la grande soirée défilé et distinction de la 14e édition du FESMA à Cotonou. Parmi les diverses collections qui valorisent les langues africaines présentées au public, figure celle de Paul Hervé Elisabeth, styliste martiniquais installé au Bénin depuis une vingtaine d'années. Cette tenue symbolise la pureté et l'esprit. Esprit de l'Afrique de l'Ouest et esprit des West Indies, de chez moi, la Caraïbe. C'est un peu mon fer de lance, le blanc, et voilà l'esprit, la fusion entre la Caraïbe et l'Afrique. La styliste béninoise Nadia Adanlé, promotrice de couleurs indigo, a révélé sa marque de vêtements Elou, réalisée à base du tissu Elouvo, mixé avec la natte du Niger. Farida Kendo, mannequin burkinabé, s'est brillamment illustrée par sa prestance et a remporté le prix du meilleur jeune mannequin africain. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir reçu ce trophée. Voilà, c'est un rêve et j'aimerais aller plus loin que ça, sur de grands podiums et être comme Naomi Campbell. C'est un bilan positif, mais un bilan qui te donne encore beaucoup de responsabilités parce que lorsque vous voyez tout ce que ces créateurs font, vous ne pouvez que les accompagner. Lorsque vous voyez la détermination de ces top modèles, de ces mannequins qui malgré tout le stress tiennent bon, alors vous vous dites vous n'avez pas le droit de lâcher. La jeune styliste togolaise Adeola Sieta, promotrice de la marque Adore Style, a remporté le trophée meilleur jeune styliste africain grâce à sa collection qui évoque l'architecture. A noter que FESMA 2022 a réuni au Bénin plus de 20 créateurs de mode et une quinzaine de mannequins venant de 15 pays, notamment du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire,
du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. Dans l'actualité sportive, focus sur le Maroc, un réservoir de talents footballistiques. Depuis quelques années, le Maroc se démarque particulièrement sur la scène du football africain, notamment en compétition de clubs. La finale de la récente Supercoupe opposant le vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération a vu s'affronter deux équipes marocaines, Wydad et Berkane. Un résultat qui met en lumière le travail effectué sur le terrain et qui ne laisse pas la FIFA insensible. José Douglas. Le football marocain en plein progrès. La FIFA l'a même confirmé dans un communiqué du 16 février sur son site en saluant les efforts réalisés par le pays pour réussir l'atelier du programme de développement des talents tenu en juin dernier. Ce programme a été lancé en février 2020 par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA. Plus de 50 experts en développement et conseillers techniques régionaux étaient réunis au complexe Mohamed VI. La FIFA a affirmé que le Maroc est bien une terre de talent, mettant en exergue le rôle que joue la Fédération royale marocaine de football, présidée par M. Faoudi Lekja, dans l'encadrement technique, pédagogique et médical des joueurs, ainsi que le développement des infrastructures locales. Le développement du football au Maroc se base sur une logique triangulaire qui constitue la base du développement de tout système, infrastructure, talent et encadrement. Avec mes collègues de la Fédération royale marocaine de football, je suis convaincu que ces trois éléments fondamentaux doivent être présents pour que le processus se développe comme il se doit. À noter que le Maroc a remporté le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, en 2021, conservant son titre face au Mali 2-0. C'était à Yaoundé grâce au talent de Soufiane Raimi, meilleur buteur de la compétition, et Soufiane Bouftini, évoluant tous les deux dans des équipes locales. Nous avons fait un gros effort pour que les clubs aient leurs propres académies. Les académies régionales sont les mêmes que l'académie nationale, mais plus petites. Les meilleurs joueurs des régions viennent au centre d'excellence, qui dispose d'une équipe d'entraîneurs et de médecins qui travaillent avec de jeunes joueurs exceptionnels au niveau de la base et les font passer au niveau supérieur. Et puis la récente finale de la Super Coupe d'Afrique 100% marocaine qui s'est jouée le samedi 10 septembre à Rabat au stade du Prince Moulay Abdallah et qui a vu la victoire de la Renaissance sportive de Berkane qui remporte son premier trophée dans cette compétition. Les vainqueurs de la dernière Coupe de la Confédération ont dompté le Wydad Casablanca, tenant de la Ligue des Champions CAF, sur le score de 2-0, grâce à Sharki El Bari, qui a ouvert le score en première période, et Sofiane El Moudan sur penalty, un ancien joueur du Wydad. Berkane succède ainsi aux Égyptiens d'Al Ahly. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.